La mort du militant nationaliste Quentin Derengue, survenu après des affrontements en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Sciences Po Lyon, a ravivé dans le débat public la question des violences politiques en France. Beaucoup estiment qu'elles se sont intensifiées ces dernières années, mais cette impression repose-t-elle sur une évolution réelle des faits ou bien sur un changement de notre perception ou bien de notre rapport à la violence? Un invité ce soir pour nous en dire plus, Xavier Crétier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous y dirigez notamment le diplôme sur le renseignement et les menaces globales. Vous êtes par ailleurs professeur membre du COSPRAD, le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation présidé par le Premier ministre. Vous avez participé enfin à l'ouvrage intitulé Violence politique en France, dirigé par Isabelle Sommier. C'est aux presses de Sciences Po. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. La France a été un pays très calme en termes de tentatives d'homicide et d'homicide, des années d'après-guerre jusqu'au début des années 70. Après, il y a eu une véritable flambée. Ça a été multiplié en 10 ans par 6. C'est des mouvements, mais tout à fait impressionnants. Et la violence s'est installée depuis les années 90 à un très haut niveau. Alors il y a des évolutions saisonnières, mais ça n'est jamais redescendu. C'est-à-dire qu'il y a, oui, une brutalisation de la société. Le président en a parlé, qui est réelle, hein, quand on cherche à éliminer quelqu'un. Et ça, c'est bien sûr, le politique n'est pas à l'abri. Et quand vous avez des professionnels de l'incendie qui sont jusqu'au cœur des assemblées, et en particulier de l'Assemblée nationale, ça autorise des passages à l'acte chez des gens qui, jusqu'alors, ne s'autorisaient pas, parce que c'est des choses qui ne se faisaient pas maintenant. Mais pourquoi pas passer à l'acte ? Pascal Perrineau, le chercheur au CEVIPOF, invité la semaine dernière de l'émission C'est dans l'air. Je voudrais profiter justement de ce que disait Pascal Perrineau, Xavier Crétier, pour définir les choses. Il faut distinguer violence et violence politique. Qu'est-ce qui caractérise fondamentalement la violence politique ? Oui, parce que dans ce que vient de dire Pascal Perrineau, je ne sais pas tellement sur quoi il s'appuie, mais en tout cas, il parle des violences en général. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, les violences politiques et les violences criminelles, délinquantes, etc., qui ont peut-être bondi, mais qui n'ont rien à voir avec l'usage de la violence en politique. Comment on définit la violence politique ? C'est une vraie question, ce n'est pas une question facile. Je dirais, à première vue, on pourrait se dire, bah, tiens, on va la définir en fonction de l'auteur. Si l'auteur est politique, la violence sera politique. Si c'est l'État, bah, on comprend bien que c'est politique. Si c'est un groupe armé, on comprend bien que c'est politique. Bon. Mais en même temps, c'est pas toujours suffisant, hein. Il peut y avoir des groupes armés qui commettent des hold-up de banque qui sont pas automatiquement, qui peuvent être considérés comme des actes purement criminels. La deuxième façon, c'est de considérer que c'est la victime. Si la victime est un acteur politique, alors la violence est politique. Si c'est l'État qui est pris à partie, si c'est un parti politique... Si c'est un maire pendant une campagne municipale... Voilà, c'est de la violence politique. Mais en même temps, si on dit ça... Que dire du Bataclan ? Bataclan, on s'en est pris à des citoyens tout à fait ordinaires qui écoutaient un concert de rock. C'était pas des acteurs politiques. C'était pas un groupe armé qui a... Ah bah, évidemment, mais la victime ne l'était pas. Donc, voilà. Et pourtant, évidemment que le Bataclan, c'était de la violence politique. Donc moi, j'aurais tendance à définir la violence politique. Je reprends la définition d'un sociologue américain assez célèbre qui s'appelle Harold Neiberg, qui dit « Une violence est politique quand elle a des incidences dans le champ et sur la sphère politique. » Et je rajouterais quand elle est par ailleurs légitimée politiquement, légitimée idéologiquement, doctrinalement, religieusement, etc. La violence doit être justifiée. Voilà. Je voudrais maintenant qu'on tente de comprendre la tendance à l'œuvre. On a aussi beaucoup lu, beaucoup entendu ces derniers jours que la violence politique augmentait en France d'une façon parfois même impressionnante, drastique. Est-ce que cela vient corroborer les données que vous avez recueillies avec vos collègues ? Alors, oui, il semblerait... Alors, ça dépend sur quelle Prenons tout le spectre échelle pour de temps. commencer et on entrera ensuite dans le détail et des périodes et des j'allais dire, des bords politiques. Voilà. Alors, sur une échelle de temps un peu longue, je ne suis pas persuadé qu'elle ait considérablement augmenté. En tout cas, pas du tout comme le soulignait Pascal Perrineau auparavant. Il y a eu des périodes, les années 30, les années post-guerre, les années 60-70, où la violence politique a été très importante. Peut-être pourrait-on dire, et nous on l'a vu hein, dans la première étude qu'on a fait entre 86 et 2017, c'est-à-dire un peu avant l'arrivée des Gilets jaunes, on a été jusqu'en 2017, la violence politique est importante. On a à peu près 5600 épisodes de violence politique.
c'est beaucoup, mais sur une période de 40 ans, c'est pas non plus absolument colossal. Il semblerait que depuis les Gilets jaunes, la violence est un peu crue. Alors là, il y a peut-être un double effet. Il y a un effet, c'est en particulier ce que souligne Isabelle Sommier dans son entretien récent au Monde, et je ne doute pas de la qualité du travail d'Isabelle, donc je sais qu'elle a raison, mais en même temps, il y a peut-être un double effet, un effet loupe et un effet source. L'effet source, c'est que nous, on a travaillé sur des sources qui étaient des sources historiques, on a dû aller chercher en source ouverte, dans la presse, dans les rapports de police, etc., les rapports de justice, et il est possible qu'on ait oublié certains faits, et donc, d'une certaine façon, que la violence précédente ait été un peu sous-estimée. Dans les 10 dernières années, là, les chercheurs l'étudient au jour le jour, donc en général, ils n'oublient rien. Et puis l'effet loupe, c'est bien sûr les Gilets jaunes. L'effet loupe, c'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est quand même le plus grand mouvement social de la période contemporaine, qui a duré plus d'1 an, qui a été extrêmement régulier, qui a été d'un niveau d'intensité comme on n'a quasiment jamais connu, et qui a fait gonfler énormément les chiffres des violences politiques, que ce soit d'ailleurs les violences de l'État, mais surtout les violences des protestataires, quels qu'ils soient. Donc on précise bien d'ores et déjà tout de suite que la violence commise par l'État est également considérée dans vos calculs, dans la manière de consolider les choses, comme une violence politique à part entière. Ah oui, tout à fait, oui, c'est une violence politique. Alors c'est une violence qui est souvent régulée, qui est souvent encadrée, qui est évidemment limitée, mais ça reste une violence politique. La violence, c'est une interaction, c'est l'un contre l'autre. Si je saute aussi là directement dans le cœur du débat actuel, violence d'extrême gauche et violence d'extrême droite, comment comparer l'un et l'autre? Là aussi, que révèlent les chiffres à la fois sur l'ampleur de ces violences respectives, sur leur comparaison, mais également sur leur nature, sur la façon dont elles viennent frapper des individus? Je résumerai ça d'une phrase. Alors même si c'est une phrase qui résonne pas trop avec l'actualité immédiate, mais l'ultra-droite cogne, l'ultra-gauche détruit. Voilà. De façon un peu synthétique, on pourrait dire ça. L'ultra-droite a une... Effectivement, c'est pas ce qu'a montré l'actualité récente. Non, c'est pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce cas est assez dramatiquement intéressant parce que il est relativement unique. Je vais vous donner des chiffres relativement simples qui sont par exemple les chiffres des violences politiques létales. C'est ce qu'il y a de plus facile à mesurer puisque un mort c'est un mort, quelles que soient les époques, quelle que soit sa nature, quel que soit son niveau idéologique. On a eu dans les années récentes, depuis 1986 jusqu'en 2026, donc dans les 40 dernières années, on a eu 472 morts dues à des violences politiques. 313 dues aux islamistes, qui sont indéniablement les champions hors catégorie en matière de violence létale. 92 morts dues aux violences séparatistes, corses, basques, qui sont souvent d'ailleurs des violences intérieures, internes à ces mouvements. 64 morts sur les violences idéologiques, c'est-à-dire ultra-gauche, ultra-droite. Alors, sur les violences syndicales, c'est plus compliqué. 2 morts, mais il faudra en rajouter une dizaine si on prend les gilets jaunes. Parce qu'il y a eu des morts, mais qui ne sont pas toujours liés au mouvement, qui peuvent être en périphérie, des gens qui ont été écrasés par une voiture lors d'un mouvement de foule, etc. Et 1 mort pour ce qu'on appelle les violences sociétales, écologistes radicaux, véganes, antitechnicistes, etc. Donc on voit bien que sur les violences idéologiques, ultra-gauche, ultra-droite, 64 morts en 40 ans, 58 morts de l'ultra-droite, 6 morts de l'ultra-gauche. Et je précise que sur les... 58 et 6. Voilà. Et je précise que sur les 6 morts de l'ultra-gauche, vous en avez 4 en 1986, c'est Action Directe. Et ensuite, vous en avez 1 en 2010... et 1, c'est Quentin Desranques en 2026. Donc on voit bien que ce qui est arrivé là tout à fait récemment, c'est évidemment dramatique, mais c'est relativement exceptionnel. Si on remet un petit peu, si on recadre un petit peu la réalité létale, alors il y a pas, la violence politique n'est pas que létale. L'ultra-gauche casse, détruit, dégrade, avec des techniques Black Bloc qui sont bien connues. Mais en général, il est vrai qu'elle tue relativement rarement, en tout cas moins que l'ultra-droite. Est-ce que vous diriez en miroir que ce qui caractérise peut-être la violence d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, c'est d'abord et avant tout une atteinte aux biens et aux institutions, bien plus qu'aux personnes? Oui. Clairement... On a vu pourtant des images de personnes d'extrême gauche qui s'attaquaient à des gens, à des citoyens. Oui. Non, mais ils le font aussi. Là, je parle des violences jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qui arrivent à la mort de quelqu'un. Mais il y a eu beaucoup de blessés, il y a beaucoup d'affrontements entre groupes, il y a des agressions, y compris d'ailleurs des agressions contre, par exemple, des services d'ordre, comme on l'a vu aux manifestations de 2016. Les services d'ordre de la CGT étaient agressés par des mouvements Black Bloc. Donc, bien sûr que ça existe. Il ne faudrait pas penser que l'ultra-gauche
n'a aucun activisme agressif, violent. Mais par contre, c'est vrai qu'ils détruisent beaucoup plus, hein. Très clairement, à peu près 60% des dégradations et des destructions sont le fait de militants d'ultra-gauche. Avec une sorte de, comment dire, de légitimation idéologique, hein. C'est le principe des TAS, hein, lors des grands mouvements sociaux ou des manifestations où l'ultra-gauche est présent, on va aller taper principalement sur les grandes enseignes, les banques, tous les symboles, on va dire, du capitalisme triomphant et de l'État. Il faut dire par ailleurs qui vise spécifiquement l'extrême droite dans sa violence. Là aussi, ce ne sont pas les mêmes personnes que les individus visés par la violence d'extrême gauche. La violence d'extrême droite concerne bien largement les personnes racisées ou bien perçues comme telles et les adversaires politiques, mais bien largement les personnes racisées ou perçues comme telles. Oui, tout à fait. Sur la violence d'extrême droite, on a, on va dire, 5 grands mouvements qui se partagent le champ de cette violence. Et ceux qui dominent, ce sont les haltérophobes. Les haltérophobes, c'est, alors maintenant qui prendraient plutôt le nom d'identitaires, ce sont ceux qui vont, en effet, faire des violences, produire des violences à l'encontre d'individus qui représentent à leurs yeux une menace pour l'unité, la pureté du peuple qui sont censés représenter. Ça peut être des personnes racisées, des personnes homosexuelles ou supposément homosexuelles, éventuellement des intellectuels, etc. Donc les haltérophobes, les néofascistes. Alors, les néofascistes qu'on retrouve en particulier, par exemple, avec l'exemple du GUD, qui a été fondé en 68 et dissous en 2024. Les skinheads néo-nazis, qui eux sont alors vraiment dans une violence d'affrontement avec un type de violence qui est en général à peu près toujours le même, 2-3 types qui croisent une pauvre victime et qui vont le tabasser. Quelques groupes armés clandestins, AFO, Honneur et Nation, mais qui sont quand même très très limités. Et puis enfin des groupes plus électoralistes à l'image de l'Action française. Des militants kurdes, Emin Kara, Mehmet Sirin Aydin, Abdourahman Kizil, abattu rue d'Anguien à Paris en 2022 par l'extrême droite. Le rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, tué à Paris en 2022, Jamel Benjabala, écrasé par un militant de la brigade française patriote à Dunkerque, Hichem Miraoui, tué parce que perçu comme une personne arabe dans le Var en 2025. Pourquoi n'ont-ils pas eu le droit, eux aussi, à une minute de silence à l'Assemblée nationale ? Oui, c'est en effet une bonne question. J'ai été assez surpris, moi, par cette minute de silence, comme j'avais été surpris Par d'ailleurs. simple principe d'égalité, hein. Oui, j'avais été surpris aussi par la minute de silence pour Clément Méric. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait pas de règlement de l'Assemblée nationale sur la minute de silence, que tout était finalement à la décision du président ou de la présidente de l'Assemblée. Là, très clairement, il a fallu faire une sorte de réponse à ce qui avait été fait pour Clément Méric. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait qu'une minute de silence ait lieu pour quelqu'un comme Robert Badinter, une très grande personnalité, pour les victimes du Bataclan et pour ce qui relève quand même d'une rixe de rue, quoi. Je voudrais faire entendre une archive de 1968 qui démontre même la violence et son niveau lors de ce mois de mai agité. Écoutez, ça y est, ça charge maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rebrouillent. Ah, la vache, pousse-toi. Bon, la main, il y a 2 voitures, 4 voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain. Et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent. Eh bien, les policiers ont reculé. Même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. Lorsqu'on entend cette archive impressionnante, hein, qui plus est Xavier Créti, on se dit que ce qui a peut-être également changé, c'est notre rapport même à la violence, le rapport de la collectivité et notre rapport individuel à ce que nous sommes capables ou non de voir, de percevoir et de souffrir même du point de vue du niveau de la violence.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est un point important. Alors là, on n'a que l'écoute, mais la différence avec maintenant, c'est qu'on aurait aussi l'image, et on aurait une Une image. saturation Une d'images. saturation d'images, on l'a vu d'ailleurs avec la mort de Quentin Desranques, à quel point les images avaient été importantes, rediffusées en boucle, etc. Et je pense que vous avez raison, on est dans des sociétés, il faut s'en réjouir, évidemment, c'est une très bonne chose, extraordinairement pacifiées, et dans des sociétés où on a mis la violence complètement de côté. Donc on la maîtrise plus, on la connaît plus, mais en même temps, on la voit sur nos écrans. Donc, quand on ne maîtrise pas et on ne connaît pas quelque chose, mais qu'on voit constamment sur les écrans, évidemment, on est soumis à une forme de panique face à quelque chose voilà, d'immaîtrisable et en même temps de très visible. Donc, il y a un ressenti, un sentiment d'insécurité, un sentiment de violence qui est très, très élevé et qui est souvent beaucoup plus élevé que la réalité de la violence politique telle qu'elle est pratiquée. On voit ce qui se passe là, au moment où on parle au Mexique. Là, on a un pays où la violence politique a vraiment un très très haut niveau. On voit bien qu'on est très très loin de cela. Je reste quand même en France un instant, Xavier Oui. Crétier. Est-ce que l'autre phénomène peut-être qui renforce notre perception d'une augmentation dans le temps long de la violence politique, c'est peut-être aussi le fait que cette violence se raréfie du point de vue de la compétence. Sont de moins en moins nombreux les individus capables d'agir violemment, de maîtriser cette violence, de passer à l'acte. Oui, oui, tout à fait. Si je vous demandais quand c'est la dernière fois que vous vous êtes battu dans la rue, je pense que vous auriez peut-être du Ça mal ne à m'est vous jamais en arrivé et souvenir. j'en serais bien incapable. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. On est dans des sociétés, ce qui n'était pas automatiquement le cas de nos aïeux il y a un siècle ou un peu plus, où on avait peut-être des rapports sociaux beaucoup plus brutaux, beaucoup plus forts, y compris via la guerre. Faut pas oublier qu'il y a eu quand même des guerres qui ont aussi socialisé des générations d'hommes entières à la violence. Nous, on est dans une génération qui a très peu connu la violence. Mais comment est-ce qu'on le mesure ça? Ça, c'est évidemment ce que vous décrivez est vrai pour la guerre et pour les générations qui ont suivi, qui ont connu ces années de confrontation armée. Cependant, pour les années 80-90, est-ce que ces décennies-là étaient moins marquées, plus marquées par des rapports brutaux, des rapports frontaux? Non, je pense que dans les années 80-90, c'était à peu près comme maintenant. Il n'y avait pas automatiquement une connaissance de la violence, une pratique de la violence. Et qui était très répandue. Et d'ailleurs, c'est précisément parce qu'elle n'est pas très répandue que ceux qui la maîtrisent ou qui savent la maîtriser ont une ressource que les autres n'ont pas. Donc ça peut être évidemment les appareils d'État, CRS, gendarmes mobiles, mais ça peut être aussi évidemment des individus, on le voit avec l'ultra-droite, l'ultra-gauche, qui ont une pratique de la violence. Et par ailleurs, j'insiste aussi sur ce point, la violence... C'est pas qu'un fardeau, c'est pas qu'un poids, même si c'est comme ça qu'elle est souvent montrée, c'est aussi un plaisir. On l'a vu par exemple dans les Gilets jaunes. Pour les individus qui Pour ceux qui la pratiquent, c'est aussi un plaisir. Il y a une dimension presque escapiste de la violence. Tout d'un coup, on sort de soi. On n'est plus le petit chômeur ou le petit employé ou le petit ouvrier. On devient tout d'un coup une sorte de guerriero des rues qui va s'affronter avec les forces de l'ordre, qui va s'affronter avec des ennemis absolus qui sont dans le camp d'en face. Donc il y a une joie presque un peu orgasmique dans l'usage de la violence qu'il faut jamais sous-estimer pour comprendre les passages à l'acte. Et dans les images là de lynchage, on devine d'une certaine façon une sorte de, c'est horrible à dire, mais une sorte de joie mauvaise finalement à donner le coup et à assumer ce coup. Du point de vue de la politique publique, est-ce que la dissolution des groupes d'ultra-droite, d'extrême gauche, servent à quelque chose là aussi pour contenir, empêcher cette violence politique d'exister ? Alors, la dissolution, peut-être juste un petit retour historique, la dissolution, elle a été pensée par la loi du 10 janvier 36, et qui dit... C'est la loi sur la dissolution d'organisations et collectifs de 1936. Exactement. Et c'est une loi qui autorise par décret le président de la République à dissoudre tous les groupements qui soit provoquent des manifs armés dans la rue, soit présentent par leur forme ou leur organisation une texture, un regard très, très, très militariste, soit qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement. Bon, cette loi, elle va être précisée en 1944 en y ajoutant les idéologies antidémocratiques. En 1988, par exemple, sur l'exhibition des uniformes nazis qui sont désormais interdits et vous pouvez être dissous. Et surtout,
et ça c'est très important, par la loi Plébène de 1972, pour tous les mouvements qui, je cite, provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, religieuse, etc. Et ça va aboutir à une augmentation considérable des dissolutions. Pour vous donner un chiffre, depuis 1936, vous avez eu 71 groupes d'extrême droite, d'ultra-droite dissous, 39 mouvements indépendantistes, 20 mouvements islamistes, 17 mouvements d'ultra-gauche. Donc on voit que massivement, ce sont des groupes d'ultra-droite ou des groupes d'extrême droite, à l'époque, on les appelait comme ça, qui sont dissous. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Honnêtement, j'ai tendance à penser que ça ne sert pas à grand-chose. Pour avoir travaillé très longtemps sur le mouvement corse, on a dissous je ne sais combien de groupes apparentés au FLNC. Ils sont tous renés sous une cagoule différente, mais ils renaissaient toujours. Donc, le FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Voilà. Sur les mouvements d'ultra-droite, par exemple, que l'on observe à Lyon, qui ont été dissous en 2020, en 2022, on réalise par ailleurs qu'ils se régénèrent sous une autre forme et dans des lieux différents, que ce soit d'autres bars, d'autres salles de sport, bref. La vie continue pour ces mouvements dissous. Oui, la vie continue. Je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait. C'est-à-dire que soit on dissout dans l'acide les militants, ce qui en démocratie est quand même compliqué, et là, ils n'existent plus. Vous faites une mauvaise référence. C'est une mauvaise blague. Soit on dissout les mouvements, mais en effet, les mouvements renaissent. Ils renaissent sous une forme extrêmement différente et sous une appellation différente. Et je dirais que c'est surtout une dissolution, un acte politique pour les décideurs publics. En général, les praticiens, les policiers, sont pas tellement des grands partisans de la dissolution parce que très souvent, ils ont pénétré ces mouvements. Ça leur permet de les suivre, de les identifier. Exactement. Quand tout d'un coup, la structure éclate, les individus se répandent un peu partout et il faut refaire des enquêtes, il faut refaire de l'observation, il faut refaire du renseignement pour arriver à pénétrer ces nouvelles structures. L'un des pans importants de votre travail, Xavier Crétier, ce sont les processus de radicalisation des individus. On a parlé évidemment de la violence islamiste, mais s'agissant de l'extrême droite, de l'extrême gauche, comment ce prisme-là permet-il de comprendre le chemin qui peut mener justement à une violence physique et à une violence mortelle parfois ? Oui, c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup travaillé en effet sur la radicalisation islamiste, un peu moins sur la radicalisation idéologique de ce type-là, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait automatiquement des différences abyssales. Ce que l'on voit, c'est que par exemple sur la radicalisation islamiste, la socialisation à la radicalité se fait essentiellement par Internet et les réseaux sociaux. Je pense que ça se joue à peu près de la même façon en ce qui concerne les mouvances ultra, que ce soit ultra-gauche ou ultra-droite. Il n'y a pas une facilité plus grande, contrairement aux islamistes, à se rencontrer dans des bars et dans des salles de sport, pour reprendre ces deux mêmes exemples. Mais la différence avec les islamistes, c'est que là où les islamistes, la radicalisation se fait assez peu dans des organismes militants, chez les frères musulmans ou dans des lieux cultuels, des mosquées radicalisées, ça se fait quasiment plus. Par contre, chez les ultra-droites ou les ultra-gauches, oui, il y a une socialisation qui se joue très fortement dans des clubs militants, dans des organes militants, et puis qui se joue familialement aussi. Peut-être beaucoup plus d'ailleurs que chez les islamistes, qui se joue familialement. Et là, on retrouve des choses que moi j'ai vues, par exemple, avec la radicalisation des mouvements séparatistes violents, que ce soit basque ou corse, où ça se joue beaucoup d'un point de vue familial. Donc oui, là, ça se joue. Qu'est-ce qui se passe en général ? On a une personne qui a un ressentiment assez fort, soit qu'il a eu une mauvaise expérience avec telle ou telle personne dans sa classe d'école, il s'est fait harceler, c'est souvent ce type de choses. Il rumine d'une certaine façon son ressentiment, et là, il va trouver une sorte de hall d'écoute dans un groupe, presque dans un groupe réceptivité. Une réceptivité très très forte, et qui va idéologiser ce qui jusqu'alors n'était que émotif, n'était qu'émotionnel. Ils vont apporter un discours doctrinal, un discours idéologique à une sorte de ressentiment émotionnel. C'est comme ça que débutent les phénomènes de radicalisation qui vont aller de plus en plus fort au fur et à mesure des rencontres et de l'unité groupusculaire. Ça, c'est pour le début, mais la fin, donc le meurtre, l'assassinat d'une personne racisée ou perçue comme telle, ou d'un adversaire politique, c'est quoi ? C'est dans le fond la capacité à aller jusqu'au bout d'une démarche dans ce type de cercle-là, c'est ultra valorisé ?
Le problème de la violence, c'est quand on la démarre, on ne sait jamais trop quand on va l'arrêter. C'est ce que ont bien compris les forces de police. Les forces de police, on vous dit toujours, ne sortez pas votre arme. Une fois que vous l'avez sortie, c'est quoi le prochaine étape? La violence de rue, c'est un peu pareil. Si vous commencez à vous battre avec des gens qui, eux, vont répondre, etc., vous pouvez aller de plus en plus loin. Puis vous êtes pris... La violence, c'est avant tout, c'est pas tellement, comment dire, Charles Maurras qui se bat contre Karl Marx, hein. C'est avant tout deux corps, deux émotions, deux boules de haine qui s'affrontent. Et donc, à ce niveau-là, ça s'arrête pas. On continue de se taper, et des fois, on se tape beaucoup plus qu'on ne le devrait, ou même qu'on l'imagine. Et voilà, la violence, c'est une interaction entre des corps et des haines et des émotions très puissantes. À partir de là, évidemment, quand vous avez ces rencontres de rue, en fait, plutôt que de se demander finalement pourquoi il y a autant de violence, on pourrait presque se dire pourquoi il n'y en a pas plus, hein, compte tenu du nombre de rixes qu'il peut y avoir et de nombre de conditions ou d'opportunités. Il suffit de conduire à Paris pour se rendre compte à quel point, pour traverser Paris, on aura envie de tuer déjà au moins 2 ou 3 personnes, quoi. Bon. Là aussi, c'est une autre mauvaise blague. C'est une autre mauvaise blague. Merci beaucoup, Xavier Crétier. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous y dirigez notamment le diplôme sur le renseignement et les menaces globales. Je redonne le titre de cet ouvrage, Violence politique en France, dirigé par Isabelle Sommier, auquel vous avez participé, qui est paru aux presses de Sciences Po. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Audrey Carme, Rodier Ken, Bertie Bourdon, à la réalisation, Léa Racine.